La Bibliothèque nationale de France. À l'occasion de l'exposition « Ne les laissez pas lire, polémiques et livres pour enfants », le Centre national de la littérature pour la jeunesse invite à une rencontre avec les auteurs-illustratrices Agnès Rosenstiel et Cathy Coupry. Bonjour à tous, bienvenue à la BNF. On est donc très heureux et très honorés d'accueillir aujourd'hui Agnès Rosenstiel et Cathy Coupry dans cette maison. Rencontre qu'on a programmée, effectivement, comme vient de le dire Jacques, à l'occasion de cette exposition « Ne les laissez pas lire » que vous pouvez voir dans l'allée juste à côté, puisqu'elles sont toutes les deux présentes dans cette exposition, en tout cas leurs livres sont présents. D'un côté pour les filles, pour Agnès Rosenstiel, de l'autre pour le dictionnaire fou du corps de Cathy Coupry, dont on va parler donc aujourd'hui, entre autres, puisqu'on va aussi parler d'autres livres. Et il nous a semblé intéressant de les réunir aujourd'hui pour qu'elles se rencontrent, pour qu'elles parlent ensemble, parce que toutes les deux ont été sujettes à des attaques ou des critiques vis-à-vis de leurs livres. Et toutes les deux se sont intéressées aussi à la question de la représentation du corps et de ce qui tourne autour, la question du nu, de la sexualité, etc. Et donc on trouvait intéressant d'entendre leur point de vue en tant que créatrices, puisque comment est-ce qu'on réagit vis-à-vis des attaques, pourquoi est-ce que ces sujets-là leur ont paru importants, intéressants à discuter, à aborder et à proposer aux enfants, puisque c'est aussi de cela qu'on va parler aujourd'hui. Donc je vais bientôt leur donner la parole après quelques mots de présentation et puis quelques informations d'ordre pratique aussi que je vous donne. Je précise que la conférence d'aujourd'hui est enregistrée, donc la rencontre d'aujourd'hui, est enregistrée, qu'elle sera disponible prochainement sous forme de podcast. Donc pour ceux qui ont envie de réécouter encore, ou pour ceux qui n'auront pas été là, ce sera possible de l'écouter par la suite. Et que par ailleurs, elle fera l'objet aussi d'une publication sous une forme écrite un peu plus tardivement, au mois de mars, dans le cadre d'un numéro de la revue de la BNF, qui suivra en fait l'exposition Ne les laissez pas lire, et dans laquelle figurera une transcription un peu plus courte, forcément, de la rencontre d'aujourd'hui. Du coup, pour cette raison, je vous demanderai de garder vos questions pour la fin de la rencontre. On laissera bien évidemment un temps pour l'échange avec la salle qui est bien remplie aujourd'hui. Vous avez bravé les intempéries pour venir, félicitations, et la queue pour rentrer dans la bibliothèque. Mais voilà, on gardera un temps à la fin pour cela, mais pas pendant le déroulé de la séance. Je précise aussi qu'à la fin de la séance, on a prévu aussi un temps. Cathy et Agnès ont accepté de faire une petite séance de signature qui sera a priori juste à l'extérieur de la salle, dans l'espace qui est juste à côté, où la libraire apportera quelques livres que vous pourrez faire signer par Cathy et ou Agnès. Voilà, donc on arrêtera du coup la séance autour de midi pour permettre un peu de temps pour cette signature. Voilà, ça c'est tous les aspects pratiques. Par ailleurs, donc Agnès Rosenstiel, vous êtes connue pour pas mal de choses. Vous publiez des livres depuis pas mal de temps aussi maintenant. Vous avez travaillé chez plusieurs éditeurs, chez Bayard pendant pas mal de temps là aussi, avec votre héroïne la plus connue sans doute, qui est Mimi Cracra, qui a quand même animé les pages de Pomme d'Api pendant 30 ans, ce qui est une belle longévité quand même pour une série jeunesse. Et puis aussi aux éditions des femmes, on a cité tout à l'heure Les filles, mais d'autres livres également, comme La naissance notamment, qui ont été réédités très récemment aux éditions de La Ville Brûle, et on va en parler aussi. Et vous avez aussi travaillé chez Larousse avec des livres autour du langage, de la langue, qui est sans doute aussi un autre point commun que vous partagez avec Cathy, cet intérêt pour les mots, puisque vous avez publié Un alphabet fou,
quand même. et Cathy, un dictionnaire fou. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous rapproche. Cathy, vous êtes l'auteur du dictionnaire fou du corps, bien entendu, dont on va pas mal parler aujourd'hui, mais aussi d'autres livres, si on s'en tient à l'édition pour la jeunesse, et en particulier de l'imagier que vous avez co-réalisé avec Antonin Louchard, qui s'appelle Tout un monde, qui a marqué quand même le paysage des imagiers, mais pas seulement, et ainsi que de ces avatars successifs, et notamment Tout un Louvre, qui est une version de cet imagier dédié au musée du Louvre. Et donc vous êtes... Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite présentation, et on va commencer tout de suite avec Agnès. Et... un premier album qui s'appelle Les Filles, donc, qui est publié en 1976 aux éditions des Femmes, qui est un petit format carré que vous voyez ici, dans sa première version, et dont vous pourrez peut-être nous dire quelques mots. D'abord, comment est-ce qu'il est né, cet album? Il est sorti d'où? Il est arrivé comment? Il est arrivé à la suite de la demande d'Antoinette Fouque, que j'avais rencontrée auparavant pour illustrer. Elle m'avait demandé d'illustrer un petit livre qui s'appelait Les Mémoires d'une sourisette. C'était un texte d'une fille qui avait 13 ans, qui était très marrant. Et elle me dit, Agnès, tu nous fais un livre sur les filles. J'ai jamais dit non à rien du tout de ce qu'on me demande. Et donc, je me suis lancée. Alors, la base, évidemment, c'était autobiographique. C'était, voyons, que suis-je? Qui suis-je? Et en l'occurrence, en remontant donc dans mes années d'enfance, je me suis heurtée tout d'un coup à un souvenir cuisant. J'ai 13 ans. Ah! Du sang dans ma culotte. Qu'est-ce que c'est? Donc, maman! Alors, maman arrive et me dit, c'est ce qui t'arrive. La tautologie totale. Bon, avec ça, débrouille-toi. Alors, petit coton, et t'inquiète pas, ma chérie. Heureusement, quelques copines, j'étais en 5e, enfin, moi aussi, avec ça, pas tellement. Suite de l'opéra, donc voilà, coton. Bon. Et ensuite de quoi? Il faut dire, à la décharge de ma mère, parce que vraiment c'est chargeant, mais que sa propre grand-mère, le soir de ses noces, a escaladé l'armoire en expliquant à sa mère, maman, mais écoute, mon mari est fou. Si tu veux que je te dise ce qu'il voulait faire. Bon, alors, voilà. Donc, bon, ça, c'est les filles. Alors, évidemment, avec ces expériences assez étranges, j'ai mis la gomme, on va dire. Et Antoinette était ravie, très, très contente, seulement très contrariée par la dernière page, où le garçon part avec la petite fille. Ils sont disputés. Enfin, bon, consultez l'ouvrage, s'il vous plaît. Mais donc, on a une image. Voilà. Et l'idée que le petit... ça y est, au lieu d'aller vivre sa vie de femme libre et indépendante, à schlac, elle retombe dans les bras du petit garçon. Non, c'est mal, on n'a pas idée. Pourquoi c'est pas une fille? C'est complètement dingue. Alors je dis, mais excuse-moi, mais je vois ça comme ça. Donc, voilà un exemple de non-censure. Je note, parce qu'elle m'a mis la gomme. Hein. Genre, non, mais écoute Agnès, rends-toi compte. Alors, tu as fait tout le travail pour voir que même elle fait des passes avec son ballon, n'est-ce pas? Et je ne savais pas ce que ça voulait dire faire des passes à l'époque. Donc, de toute façon, j'étais complètement innocente. En plus de ça, c'est spontané. Elle m'a dit, tu veux pas enlever ça?
Je dis, pourquoi Bon, bref, et donc ce finish sur les filles, c'est soldé par tu me permets de dire ce que je pense. Moi je dis Antoinette, tu es l'éditrice, je t'en prie, sers-toi. Et donc elle a craché sa dissension qu'elle opérait avec mon livre, et moi je trouve ça très bien. Alors maintenant, la censure vient de mon éditrice actuelle, que j'adore et qui est formidable et qui est sensationnelle, qui a opéré sur tout le livre des micros pour adapté à aujourd'hui. Alors, c'est micro, parce que dans la naissance, c'est du lourd. Mais la mise à jour, on va dire. Mais j'extrapole. Alors, on remonte à la première version des filles. C'était publié dans une collection aussi qui s'appelle Du côté des petites filles, c'est ça ou... Non, il y a une collection. Il y a... avant. Non, il y avait Rose Bonbonne déjà. Et très très bien, des trucs formidables. Et moi, non, il est tout seul dans son genre. Mais c'était quand même une volonté d'Antoinette Fouque et des éditrices de proposer des livres pour la jeunesse assez vite aux éditions des femmes. Oui, bien sûr. Collection ou pas collection. Oui, bien sûr. Et pourquoi? C'était pour sensibiliser les petites filles, pour sensibiliser les parents, pour faire évoluer les mentalités? Pour faire exactement ce que ça a fait. C'est-à-dire éviter, par exemple, les questions que j'ai pu poser à ma mère et qui n'a pas reçu de réponse. Là, la réponse, elle est avec la massue. Mais sans montrer, parce que la petite fille, on le voit, elle n'a pas l'âge d'avoir ses règles, elle a l'air d'avoir, 8 ans, 7 ans, je sais pas. Bon, en gros, à la louche, entre 5 et 9, on va dire. Et elle dit que c'est dans 5 ans qu'elle va avoir du sang, donc elle est déjà avertie. Et elle est censée impressionner le garçon, parce que normalement, le sang, c'est le domaine des garçons. Et là, pof, voilà. Je l'ai mis là. Oui, carrément, quoi. Du sang. Bon, voilà. Et si t'as pas entendu, merde, alors que moi, on m'a rien dit. Donc, en fait, c'est autobiographique, cette histoire. Alors, vous avez dit dans une interview, au moment de la réédition justement de ces livres, quand le livre est sorti, personne n'a bronché. On était en mai 68 dans un climat de liberté énorme. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. On n'est plus pudibond. Oui, j'ai horreur de ce mot pudibond, je ne l'ai jamais prononcé. Mais enfin, le sens y est quand même. Bon. Eh bien, oui, alors là, j'étais très étonnée parce que, bon, à l'époque, le bruit, je ne sais pas ce qui... Oui, ça fait... la presse a dit, bon, d'accord. Mais ça, c'était le haut. Le haut, c'est la presse. Alors la presse, c'est toujours bon à prendre. Mais par contre, il y a donc même pas un an, au moment où le livre est ressorti, et encore légèrement adouci. Par exemple, Marianne Zouzoula, La ville brûle, ne voulait pas qu'on dise discuter de Dieu avec Augustin. Mais non, Dieu, Dieu, puis quoi encore hein. Bon, alors, discuter du cosmos, ça doit... Ok bon, alors, si c'est ça la censure, je m'en fous un peu. Ça peut te faire plaisir. Faire plaisir à mon éditrice, c'est un de mes soucis. Surtout que je l'apprécie beaucoup. Et pas t'as j'allais dire quoi Un climat de liberté énorme dans les années 70, et aujourd'hui, on n'est plus pudibond. Voilà, alors, sur la nouvelle édition. Effectivement, je me pointe sur la demande d'une bibliothécaire d'une école dans le 5e arrondissement. J'ai lu votre livre, les filles, c'est formidable, à ma classe. Et alors, il y a eu quand même des réactions d'enfants. Est-ce que ça vous intéresse d'entendre? Je fais, oui. Alors, donc, je me pointe et effectivement, tout d'un coup, c'est la salve. Madame, vous parlez de nos parties intimes. Et c'est pas... on ne peut pas parler de nos parties intimes comme ça. Bon, alors, ça a été terrible pour moi, parce que j'ai réalisé que ce livre était quelque chose d'intime, qu'on pouvait lire soit tout seul, soit avec sa copine, soit avec son copain, soit avec maman, soit avec papa, soit avec grand-mère, mais pas une lecture publique. Et tout le monde montre sa culotte, d'accord? Ok, qui n'a pas montré sa culotte, ou plutôt ses fesses, carrément. Alors que quand on est avec quelqu'un d'autre, on fait bon, on s'étonne, on réagit, mais c'est un échange. Et en fait, j'ai réalisé que lu dans une classe tout haut, merde, ça, c'était violentant. Et elles étaient là avec leur
petite réaction, mais apprise, mais c'est pas possible, mais légitime en même temps. Nos parties intimes, oh là là, vache, des gosses de 8 ans, 9 ans qui s'expriment comme ça, déjà, on rétrécit. Hein. Moi, je me suis passée sous la table quasiment, mais enfin, je les ai fait rigoler. Bon, je me suis démerdée pour les faire rigoler, parce que c'était... Bon, ça s'est détendu ensuite, et après, on était copines. Voilà. Cathy, est-ce que vous les avez vus, ces livres-là, les livres d'Agnès aux éditions des femmes? Il y avait... Oui, j'avais vu Défi il y a longtemps. Ouais. Et là, du coup, j'ai eu le temps de regarder la nouvelle édition par rapport à l'ancienne. Et c'est vrai que ce qui est le texte de la fin... Le texte de la fin est tellement pas le texte du livre que... Oui, on sent bien que c'est quelqu'un d'autre. Il est un peu dommage. Après, c'est vrai que moi, je me serais... Alors, j'ai pas fait ce livre du tout, mais si je me dis, ouais, je fais ce livre, qu'est-ce que je fais ça m'aurait posé des questions. J'ai beau être bêtement hétérosexuelle, mais je veux dire, j'y peux rien, quasiment, quoi. Je me serais dit, effectivement, qu'est-ce que je fais à la fin pour... mais parce que je me sens très concernée. Et ça, c'est aujourd'hui. Je peux même pas imaginer. En 76, pour le coup, j'étais trop petite. Je me rendais pas compte. Mais je me serais dit, effectivement, j'aurais envie de pas terminer... juste avec une petite fille, un petit garçon. Mais peut-être que j'aurais trouvé une ruse je me disais ça, comment est-ce qu'on peut faire sans avoir cette tartine de texte militant, qui fait surtout c'est pas la voix de la petite fille qui parle, donc il n'a rien à faire là. Il est bon, voilà. Il a été enlevé de la nouvelle édition. Millénaire mon cul. C'est quand même c'est beaucoup trop, quoi. Mais peut-être que j'aurais par exemple changé les vêtements, ou peut-être que j'aurais rajouté une troisième personne. C'est toujours le bazar dès qu'un troisième arrive. Enfin, j'aurais essayé je pense que je serais sensible au fait effectivement qu'on s'arrête pas juste sur cette image là. Parce qu'elle a cette ambiguïté de pouvoir ressembler, alors que tout le livre ne ressemble pas, ne ressemble à rien, au sens où on n'est pas Agnès, pas de malentendu, hein. Au sens où on est à aucun endroit dans un cliché. Je peux comprendre, et en fait j'y pense systématiquement. Si je me trouve à dessiner une fille, un garçon, j'y pense, je pense à ces questions-là. Et c'est vrai qu'à des moments donnés, j'ai ça en tête de me dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on soit surtout pas dans un cliché. Parce qu'il y en a quand même encore énormément aujourd'hui, mais même ça pullule, quoi. Et ça pullule en général sous couvert d'innovation graphique. Ça, c'est un truc qui me touche particulièrement parce que moi, je suis arrivée en littérature jeunesse dans une autre époque. Je suis arrivée à un moment où, du coup, il y avait des enjeux sur l'image, des enjeux graphiques, de nouveautés, etc. Mais sous couvert de cette nouveauté dans l'image, souvent, il y a des messages hyper anciens et épouvantables qui passent. Et donc, moi, je me bats par rapport à ça. Ce qui est sûrement pas... je pense qu'Agnès est rentrée dans ce combat et dans sa réflexion et dans ses intentions avec quelque chose qui était différent à ce moment-là. On n'y est pas rentré au même moment. Donc, voilà. Donc moi, je me pose ça. Mais je trouve que ce texte-là, il est déplacé à cet endroit. Voilà. Je chercherai... ouais. Et je trouve que c'est mieux, du coup, je trouve que, du coup, c'est mieux d'être revenu à autre chose dans la nouvelle version. D'accord. Moi, madame, je trouve au contraire que le texte des femmes... ça marque ce qu'elles disent, ce qu'elles pensent, elles, pas moi. Ouais. Et peut-être que pas à côté, mais derrière. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait le remettre pour dire, c'est ça que disent les éditions des femmes. Ah bon, et alors je l'aurais bien mis en typo. Je l'aurais bien mis dans un autre... Voilà, je l'aurais exactement. Tu as raison, parce que quelqu'un d'autre parle. Parce qu'elles me l'ont fait écrire à la main, et moi, j'adore faire écrire à la main. Donc, tout à fait, tu as raison. Et par contre, le dessin de la petite fille qui part avec le petit garçon, puisque j'ai fait, je vous dis combien, 24 pages avec des trucs qui font grimper au rideau, ceux qui veulent grimper au rideau, la dernière page, c'est calmez-vous. Il y a encore des hommes et des femmes qui apprécient d'être avec là. Ça aussi, ça existe. Ça indiquait que c'est pas un problème. Oui, voilà. Ça indiquait que la guerre n'était pas nécessaire. Voilà. J'imagine ça. Cette majorité d'attitudes hétérosexuelles n'est pas... pacifique, en fait. Ah, oui, genre, on va pas se disputer, ça va. Oh. Oui, bon. Alors, j'avais une question aussi sur
J'arrive à mes images. La représentation des corps et la représentation des corps nus, des corps des adultes et des corps des enfants. Ça, il me semble que c'est quelque chose qui a évolué aussi sans doute entre les années 70 et aujourd'hui. Là, j'ai remis le logo de cette collection aux éditions des femmes. On a une petite fille avec le signe féminin et un point levé et une petite fille nue. C'est vous qui l'avez dessiné ? Non. Il est bien quand même. C'est dans le logo. Très bien, je crois que c'est Nella Bosnia ou peut-être. Je crois. Bref, en tout cas, cette représentation des enfants nus, c'est quelque chose qu'on voit plus beaucoup en fait dans les albums aujourd'hui. Pourquoi ? Est-ce que vous avez un point de vue l'une et l'autre par rapport à ça ? Un point de vue, oui, plusieurs même sûrement. Je trouve que c'est bien de les montrer de face, de profil et de dos, voire du dessus, voire du dessous, voire en contre-plongée, ce qui est beaucoup plus difficile à dessiner d'ailleurs. Mais c'est un vrai drame, quoi, la question de la représentation du corps on trouve pas ça bizarre d'avoir des femmes à moitié à poil pour vanter tel ou tel soutien-gorge dans le métro, partout, là où les enfants tombent dessus. Sans être prévenus, sans avoir le temps de s'arrêter, sans avoir le temps de regarder. Et des slips, toute la panoplie, etc. Ça, en fait, c'est totalement toléré. Et quand nous, auteurs, illustrateurs, artistes, donc personnes qui, avant de faire des images, en principe, réfléchissons sur comment on va les faire, à quel endroit, avec quels médias, qu'est-ce que ça va raconter, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on cache dans une image, enfin tout ce bagage important. Donc nous, on est archi censurés, c'est problématique. Effectivement, plus personne ferait un logo aujourd'hui avec une petite fille à poil, avec une petite fente visible. Plus personne ne fait ça, que c'est totalement hors des clous, quoi. Et ça s'est pas arrangé. Enfin, moi j'ai le sentiment, Agnès pourra du coup en parler de moi, j'ai le sentiment que ça s'est pas arrangé, que c'est très compliqué. Et moi, je me suis posé la question à plein de moments, évidemment. Dans tout un monde, par exemple, donc c'est un imagier, on s'installe dans le quotidien le plus large, le plus ouvert possible. Donc évidemment, on veut montrer des personnages nus. Quand je choisis de montrer une petite fille nue dans la baignoire, c'est un personnage en papier mâché. Donc sur lequel j'ai quand même peint des couleurs de chair, effectivement un petit sexe, etc. Mais c'est un personnage en papier mâché. Si j'avais décidé à cet endroit de photographier une vraie petite fille nue, ça c'était la Thierry Magny. Il a beau me laisser faire tout ce que je veux en principe, là il aurait dit voilà, c'est pas malin, c'est pas possible, etc. Donc il y a un autre endroit où il y a une petite fille nue qui fait de la peinture, mais par contre elle est cadrée effectivement, on la voit à peu près jusqu'au ventre et elle est nue pour peindre, c'est l'été. Et dans ce contexte-là, effectivement, l'image est moins compliquée. Mais c'est des questions, on est en permanence obligé d'y penser beaucoup et de trouver, de bien réfléchir à la technique et du coup le quotient de vérité de l'image, le contexte, etc. Et c'est terriblement... dans un endroit où justement le livre, quand je dis dans un endroit comme le livre, où précisément les images peuvent se partager, on peut choisir vraiment avec quelle délicatesse on les montre, on les met en place. On devrait pouvoir en profiter pour montrer beaucoup plus de corps nus. C'est essentiel de voir des corps nus, des petits, des grands, des gros, des minces, tout, quoi. C'est essentiel, quoi. Et pourquoi on peut plus, alors, à votre avis ? Je sais pas si on a pu complètement, c'était parce qu'en jeunesse, parce qu'en fait on a toujours une idée, c'est un sujet plus vaste, mais parce que les adultes ont en général des idées de ce qu'il faut donner aux enfants et de ce qui est possible. Idées qui ne sont pas du tout les mêmes, on en parlait tout à l'heure en rigolant avant de commencer. Si vous allez au Louvre, la question de la nudité se pose complètement autrement et on emmène les enfants au Louvre, bien évidemment, mais on est dans un endroit où je parlais de caution scientifique avec Agnès à propos de mon livre. Il y a une caution qui les images relèvent de l'art, le lieu est une institution. À partir de là, c'est possible, quoi. En littérature jeunesse, on ne bénéficie pas d'une caution parce qu'on est des artistes et des auteurs et illustrateurs. Ou illustratrices. On ne bénéficie pas de ça, c'est pas vrai. Et pourtant, c'est l'écrin le plus protégé qui soit offert aux enfants, le livre. De très très loin, c'est sans comparaison. Et c'est vrai que c'est pas la même chose de rencontrer des corps nus dans le livre d'Agnès, par exemple, que de tomber sur un film porno dans lesquels, etc., etc.
C'est pas tout à fait pareil, quoi. Et voilà. Et or, la probabilité pour que des enfants tombent sur des images de films pornographiques, par exemple, plutôt que de tomber sur des livres, ou de se trouver en extase devant des peintures que tu as là, par exemple, sous ton nez, effectivement, la probabilité, elle est... Je suis pas sûre qu'on ait plus de chances de d'abord rencontrer... Un livre. Ben oui, un livre ou des peintures d'un tel, enfin, voilà, c'est... Moi, faute d'avoir eu ton livre quand j'étais enfant, il aurait fallu que ça soit le contraire, que tu sois plus âgé que moi, c'est raté. Moi, j'ai... Je t'aurais expliqué, moi. Ah ben voilà. Et moi, j'ai passé... Moi, j'étais hyper au courant. Moi, j'ai passé mon enfance dans le Larousse, le grand Larousse illustré. J'ai passé mon enfance là-dedans à chercher tous ces bouts-là. Mais je les ai version Larousse, mais avec des seins. Et alors là, et quand mes parents arrivaient, j'étais plus jeune dans le Larousse. Où est le problème? Bah ouais. Moi, j'avais les Larousse médicaux, c'est plus voilà, encore mieux. Grâce à mon grand-père. Mais oui, mais moi, en fait, mon éducation, c'était ça. C'était, bon, le Goya, mais là, c'était chic, quoi. Vachement bien sur soi, et alternant avec des jambons exposés de la même façon. La difficulté, c'est qu'on voit moins d'hommes nus que de femmes nues. Ah oui, non, le grand classique, c'est toutes ces dames et les jambons hollandais. Alors, si on en vient à la question du dictionnaire, maintenant, je reprends juste la 4e de couverture, là, pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire sur le Larousse médical. Ouais. Combien sommes-nous dans notre enfance à avoir parfois en cachette cherché les mots de l'interdit, les mots pour les adultes, ceux qui décrivent, ceux qui nous rassurent, nous délivrent. Voici de quoi nourrir la découverte de son corps, son imaginaire, pour se connaître et connaître les autres. Parfois drôle, parfois sérieux, on se promène dans ces quelques 250 pages, surpris par des images, par des mots, on s'enrichit, on s'amuse, on apprend. C'est le texte de Thierry Magnier, je précise. Tout à fait. Celui-ci. Celui-ci, parce qu'il y en a aussi un autre à l'intérieur. C'est le texte de Thierry, oui. En intro. Donc l'idée, c'était de ce dictionnaire, c'était ça, c'était d'être une sorte de Larousse pour les enfants sur le corps. Alors, c'était pas de faire un Larousse. Quand même, mon modèle en dictionnaire, c'est plutôt celui des proches, même si le Larousse sert beaucoup dans une maison. Quand même, voilà, le Robert sert encore plus à mon goût, mais voilà. C'était, en fait, pour rebondir sur ce qu'a raconté Agnès, parce qu'effectivement, on s'inscrit... Je pense que si j'avais été petit garçon plutôt que petite fille, pour le coup... ça n'aurait pas changé ma curiosité pour le corps et mon intérêt pour le sujet. Si j'avais pas eu un intérêt à dessiner, par exemple, j'aurais été chirurgien, je pense, parce que j'ai une passion quand même pour le corps, pour l'intérieur et pour pour la mécanique, voilà, c'est un truc assez fort. Et après, j'ai effectivement pas grandi de la même façon, mais j'ai grandi très tôt en allant chercher dans tous les livres, et j'avais pas spécialement de livres pour enfants, des réponses à ces questions-là. Mes parents m'ont offert des livres, mais pour ce qui était des super livres donc uniquement évidemment documentaires. Voilà, voilà, documentaire sérieux. Et ça s'arrêtait, en matière de sexualité, on s'arrêtait au pingouin. Ce qui avait quand même été... J'ai d'abord appris la frustration en ce livre. Mais voilà, après, il y avait plein de choses super intéressantes au niveau cellulaire et tout, la reproduction, enfin, toutes les choses hyper importantes, ça, bien. Mais voilà. Et après, j'ai très très tôt fouillé toutes les bibliothèques pour chercher des textes érotiques, même, j'avoue. C'est vrai que j'oublie que c'est enregistré, j'aurais dû. On pourra couper. Bref, voilà, enfin, répondre à ces questions essentielles. Et donc, l'envie que j'ai eue très tôt, en fait, de faire des livres pour la jeunesse m'a donné une conscience supplémentaire qui était que, du coup, je pouvais prendre une responsabilité et un engagement particulier pour les enfants, puisqu'on me l'avait offert à d'autres moments et qu'on m'autorisait, que je m'étais autorisée moi aussi à faire des livres et à avoir une considération pour les enfants. Il y avait quand même quelque chose de fort à faire à cet endroit, puisqu'en général, soit vous aviez des livres documentaires, et c'est toujours le cas, donc des livres extrêmement sérieux, soit vous alliez chercher des productions artistiques, alors on va les mettre à la fois dans le cinéma, autant que dans les livres ou dans la peinture, enfin voilà. Mais à peu d'endroits, ou des objets humoristiques, mais à peu d'endroits, en fait, on trouvait ce qui fait le charme et en même temps
la grandeur et la difficulté et la tragédie du corps, c'est que ce corps-là nous accompagne à tous les moments et il y a aussi ce rapport à la mort qui est quand même un truc extrêmement important, le rapport à la violence, le rapport à la sexualité, enfin voilà, tout ça c'est avec un même corps, de même que la danse ou les passes au rugby, voilà, c'est pareil. Et du coup, moi j'ai eu le sentiment assez vite, en fait ce qui m'a intéressé moi en grandissant, c'était de recoller les morceaux et d'aller faire du miel et apprendre aussi bien dans un livre de cuisine que dans un ouvrage scientifique, que dans un objet, pourquoi pas théologique, tout était bon et les ponts se faisaient. Et plus on faisait de ponts, plus on grandissait avec son propre langage. En fait, mon ressenti, c'est celui-là. Et du coup, de pouvoir faire un livre dans lequel, au même endroit, avec ce même corps qui est celui qui nous porte, qui nous émeut et qui par moments nous fait mal, ça me semblait important de trouver ça. Et ça, j'avais le sentiment que ça n'existait pas, en fait, que cette triple ou quadruple approche, je sais pas, elle existait peu, alors que historiquement, et ça c'est mes intérêts pour la médecine ou l'image, l'anatomie, et mes études d'art qui m'ont porté à ça, il y a un lien très très fort entre les artistes et les médecins et les chirurgiens, depuis le tout départ, quoi. Il y a un théâtre de dissection aux Beaux-Arts à Paris ou à Vérone ou à Padoue, parce que c'est main dans la main que les artistes et les futurs chirurgiens apprenaient à travailler. Et la religion avait tenté d'abîmer... il y a eu une difficulté historique autour de ces questions, mais qu'on a finalement vaincu. À partir du moment où on a eu le droit de faire des autopsies, d'ouvrir les corps, quoi, d'aller à l'intérieur du corps, bon, on sait quand même ce que ça a permis. Et voilà, j'ai eu envie de recoller ces morceaux-là aussi. Et que les enfants aient accès aussi, par exemple, à des images anciennes d'anatomie, parce qu'ils ne les voient jamais, sauf beaucoup plus grands, et que ce sont des images en tant qu'image extrêmement fortes, quoi, pour la contemplation, pour l'interrogation, voilà. Et qu'après, moi, je pouvais en faire aussi des tas d'autres qui s'installeraient dans d'autres registres. Voilà, pour essayer de répondre à ce que je dis. Et donc, c'est un livre que vous avez fait avec un scientifique. Alors oui, j'ai cherché. Alors ça, j'avais ce goût-là. J'avais voulu faire ça et j'avais pas réussi avec un livre sur les mains que j'avais fait avant. J'avais contacté le professeur Merle, qui est spécialiste de la microchirurgie de la main. Et j'avais fait ça parce que ce professeur-là avait travaillé avec Giuseppe Pennone, artiste italien bien connu de l'arte povera, et que le dialogue, il y a un livre qui existe autour de leur dialogue, et que le dialogue entre un chirurgien et un artiste à cet endroit, j'avais trouvé ça extrêmement fructueux. Et je me suis dit, pourquoi je ne pourrais pas le faire moi aussi? Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Donc là, j'ai cherché et j'ai trouvé à Bologne, parce que je suis allée là-bas beaucoup, parce qu'il y a un grand musée de cire anatomique, avec un institut d'anatomie qui est un des plus anciens d'Europe. Et donc, en fait, il y a un moment, en fait, il faut être culotté. Et donc, j'ai été parler de mon projet, rencontrer des gens, jusqu'à ce que je rencontre ce professeur d'anatomie, professeur émérite, donc assez âgé, qui avait un peu de temps, et qui était aussi intéressé pour rentrer dans un projet qui n'était pas dans son domaine, quoi. Parce que l'idée, c'était qu'il écrive des textes spécialement pour mon livre, en lui expliquant bien que ce livre-là allait pas être un livre scientifique, on allait s'adresser aux enfants, et que le reste du livre allait être beaucoup plus, par rapport à sa culture à lui et son univers, beaucoup plus fantaisiste, beaucoup plus artistique, beaucoup plus poétique, avec beaucoup d'humour. Voilà. Et le dialogue était essentiel, pour qu'on entende vraiment deux voix différentes. Et donc, ce sont les définitions qui sont indiquées par les petites mains rouges ici dans le dictionnaire, qui ont été écrites par le... Voilà, donc on a choisi ensemble. En fait, moi, j'ai établi une grande liste de mots qui faisait un peu plus de 1000 mots en lisant le Robert, de A à Z. J'ai choisi tous mes mots. Et puis, on a dialogué sur cette liste ensemble et on a choisi les mots sur lesquels il allait intervenir. Et on a aussi regardé s'il y avait des mots qui manquaient par rapport à ce qu'était sa prospection à lui. Et on a établi, en fait, cette liste définitive comme ça. Voilà. Et ça m'a donné, moi, beaucoup de liberté pour écrire aussi. Les autres définitions. Voilà, pour écrire tout le reste, Et inventer des citations. Alors ça c'est vraiment quelque chose que j'ai piqué à des proches. Des proches à une pratique de la fausse citation. Et pareil, je me suis dit, si des proches l'a fait. J'adore le dictionnaire de Desproges. C'est un truc c'est ce qui m'a gonflé à bloc et c'est ce qui m'a donné le courage de partir sur un projet comme celui-ci. Par exemple, ici, dans la définition de cache-sexe, on a une citation à la fin qui dit « Cacher ces sexes que je ne saurais voir », et qui est signée Ève. Voilà.
C'est une citation non, mais c'est ça, c'est en fait de faire des fausses citations, ça donne évidemment énormément de liberté. Et quand il y en a des vraies, elles sont précisées avec une astérix. Voilà. Il y en a quelques-unes de vraies, notamment une de Gainsbourg, qui était très belle, que j'ai voulu garder. Mais voilà, sinon, ça donne beaucoup de liberté. En fait, c'est ce que j'ai cherché avec les citations, c'est d'avoir, et c'est pour ça que j'ai choisi le dictionnaire, j'ai peut-être pas bien répondu à ça, c'est qu'il me permettait en fait beaucoup de liberté sous couvert de rigueur. Et de rigueur incontestable, qui par rapport au sujet brûlant, qui était le mien, était quand même un truc intéressant. Ça me donne beaucoup de liberté sur les différents registres de texte, les différents registres d'images, la possibilité de développer certaines choses sur 4 pages quand j'ai envie. La danse, par exemple, c'est 4 pages d'images plein pot. Et puis, quand j'ai envie d'écrire des choses beaucoup plus discrètes, parce que donc il y a ces questions de censure qui nous occupent aujourd'hui, qui sont des questions qui se posaient en permanence du niveau d'accès, en fait, de niveau d'accès à l'image, niveau d'accès au texte, etc. D'avoir tous ces registres-là, c'est ce qui me donnait en fait beaucoup de souplesse dans l'usage que je pouvais en faire, parce que je me servais librement. Voilà. Et donc ce livre, c'est un gros travail, c'est au moins 3 ans de... C'est plutôt 4 en fait, du tout début, parce que je sais qu'il y a des étudiants dans la salle. C'est plutôt 4 entre le début des recherches, donc après la rencontre avec Alessandro Ruggieri à Bologne, les référencements, ce travail donc, de récolte de mots, la rentrée dans le sujet, et la toute fin chez l'imprimeur au Calage, il y a 4 ans en fait. C'est un livre qui a un certain succès à sa publication, qui reçoit pas mal de prix à Montreuil, à Bologne, etc. Et puis, donc, est remarqué, et qui, quelques années plus tard, donc le livre paraît en 2012, et qui en 2016 va faire l'objet donc, d'une petite polémique avec la ville de Paris. Est-ce que vous voulez nous raconter ce qui s'est passé ? Oui, alors c'est vrai qu'il s'est quasiment rien passé. On n'a pas reçu de lettre d'insulte ou de censure ou d'avertissement, puisque c'est vrai que dans la procédure, il y a cette chose assez curieuse, et cette histoire de loi 49 sur les livres, c'est que c'est à publication, donc au moment où le livre est fait, où tout l'investissement a été fait, où tout le travail a été fait, où l'éditeur a tout payé, que le livre peut se trouver donc censuré avec différents niveaux. Et Thierry Magnier a déjà reçu par exemple des avertissements au moment de la sortie de certains livres. Là, on n'a rien eu. Il ne s'est absolument rien passé. Ni du point de vue légal, ni du point de vue, je dirais, de lettres ou de courriers d'associations, ou des choses comme ça peut arriver. Il ne s'est rien passé. Et c'est effectivement qu'en 2016 que ça arrive. Et ça arrive, en fait, de mémoire, donc à l'été... Donc je pense c'était 2016 ou était 2015, je ne sais plus. En fait, ce livre rentre dans un usage régulier pour les animateurs donc, des bibliothèques de la ville de Paris, des bibliothèques donc, des centres de loisirs et hors temps scolaire, enfin, comment ça s'appelle exactement, je ne sais plus. Le périscolaire. Périscolaire, voilà. Donc ce livre rentre ils décident que c'est un livre de fond, le comité des lecteurs décide que c'est un livre de fond, et ils en achètent, alors, je ne sais plus si c'est 250 ou 350. Donc ils font un achat massif du dictionnaire en décidant que par sa thématique sur le corps et par les intérêts qu'ils trouvent dans mon livre, ils décident de l'acheter et que ce livre donc, va rester avec eux comme pour un travail de fond, donc des ateliers, des animations, etc. Enfin tout le travail qui est entrepris par ces personnes-là auprès des enfants. Et après ça, donc on est très contents, il se passe tout l'été et c'est à partir du mois de septembre de mémoire qu'on apprend par une fuite. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas prévenu, on ne reçoit pas de courrier officiel nous disant voilà ce qui va se passer, le livre va être... Non, on l'apprend par fuite. Donc, fortuitement. On a quelqu'un qui nous dit voilà, le livre va être mis sur les étagères hautes et avec un premier niveau, enfin il y a une formule que j'ai plus précisément en tête, mais qui fait que le livre ne devient plus accessible facilement. Voilà, ils le mettent sur les étagères, mais ils ne le sortent pas complètement. Et puis après, il y a une deuxième... et là, finalement, ils le mettent au placard. Voilà. Sous clé. Sous clé, oui. Voilà, sous clé. La formule, c'est ça, sous clé. Voilà. Ouais. Et donc là, Thierry Magnier n'est pas content. Alors, on n'est pas content. C'est vrai que moi, je suis d'abord stupéfaite. Je veux dire, la première réaction, c'est d'abord une réaction de stupéfaction parce qu'on pensait que s'il y avait des... manifestations, des choses et tout. C'était au tout début et on avait là passé donc plus de 3 ans après la sortie du livre. Et surtout, c'était totalement paradoxal que dans un contexte où ils avaient au contraire décidé de faire un achat de fonds
pour pérenniser la présence du livre. C'est vrai que là, du coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Comment est-ce qu'on peut à la fois décider et mettre l'argent pour en acheter 250 ou 300 là, et puis quelques mois après, décider que finalement le livre est sorti. Et moi, je dois dire que j'ai été... alors, c'est donc Thierry Magnier réagit assez immédiatement et dit qu'on ne va pas se laisser faire. Et c'est vrai que je compte sur lui. Et en fait, moi, j'ai une sorte de coup de boomerang, c'est-à-dire que d'abord je me dis mais c'est vraiment pas possible et ça va pas durer et bien évidemment et la profession va réagir, l'éditeur va réagir et il va se passer quelque chose et en même temps après je me rends compte que petit à petit il se passe 15 jours, 3 semaines et que je suis assez atteinte par ça en fait de façon beaucoup plus sournoise que ce que je pensais. Je suis démontée. Je suis démontée parce que moi je pense que j'ai tout mis, enfin j'ai mis toutes les attentions pendant 4 ans, donc c'est long quand même, faut dire, quand c'est jour et nuit ça prend beaucoup de temps à tout peser, à tout sous-peser. On a énormément travaillé en dialogue très très étroit avec Thierry Magnier. C'était la condition pour que je m'engage dans ce projet que je souhaitais faire, mais au moment où il m'a donné un feu vert, j'ai dit il faut absolument que tu puisses être avec moi à travailler très près, même si tu es un homme très occupé qui dirige 4 maisons d'édition. Il va falloir m'accompagner de très près parce que on s'est posé toutes les questions sur tous les mots, sur la présence de toutes les images, etc. Et tout a été pesé, sous-pesé, mesuré avec, je dirais, la plus grande conscience et la plus grande attention aux enfants. Et là, je me dis, mais comment c'est possible ? Alors, on peut être porteur des meilleures intentions et être en faute, je ne dis pas que c'est pas possible. Mais là, c'est vrai que et donc je me dis, mais moi, je pouvais plus rien faire. C'est que j'avais déjà tout fait. En fait, ce que je devais faire, je l'avais fait. Et à partir de là, moi, j'étais incapable de prendre la parole ou d'en appeler ou de faire un groupe Facebook ou je ne sais quoi. J'étais incapable de réagir comme ça. J'étais juste complètement retournée. Oui, c'est une mise en cause quand même du Oui, c'est une mise en cause cause très forte et au départ on se dit, on le prend comme ça en disant mais de toute façon on va se battre et puis Thierry Magnier réagit avec beaucoup de pugnacité et je le connais donc je me dis bon voilà, il y a réaction mais c'est quand même, il y a un deuxième effet qui se coule assez violent. Ouais. Agnès ? Je pense que ton livre est quand même très utile, donc je suis très scandalisée par cette histoire de censure. Je donnerai un exemple personnel que je découvre en regardant le livre de Cathy. Dans ma tête, depuis un bout de temps, mais bon, progressivement, depuis mes 20 ans, je ne sais pas, je m'aperçois très difficilement, plus ou moins, que le sexe des hommes, les sexes des hommes, ne sont pas tous identiques. Et je trouve dans la planche de Cathy, avec les nez, une démonstration parfaite de cette idée vague que j'ai toujours eue et plus ou moins confrontée, plus ou moins expérimentée, plus ou moins constatée. Je trouve que moi, les enfants peuvent faire ça, justement. C'est-à-dire, tiens, gros, petit, noir, blanc, je sais pas quoi, j'en sais rien, mais regardez donc les nez. Et voilà, c'est parfait. C'est formidable. Je trouve vraiment que c'est même plus riche encore que tu ne le croyais. Merci. Alors c'est vrai que j'ai pas fini de raconter. Non, pas du tout, mais j'ai pas fini. Donc ça a duré, ça a duré un moment. Donc il y a eu effectivement énormément, et ça j'ai reçu beaucoup de soutien. Ça pour le coup c'était extrêmement chaleureux et précieux. J'ai reçu beaucoup de soutien de la part d'artistes, auteurs, illustratrices, illustrateurs. Voilà, je pouvais pas croiser quelqu'un. Mes étudiants aux Arts Déco étaient tous mais c'est pas possible, c'est dingue, etc. Donc ça a fait réagir et tout le monde était ça circulait beaucoup et on a eu des tas de soutiens précieux. Notamment, je lui rends hommage à chaque fois qu'on en parle parce que notamment la chronique de François Morel sur France Inter. Je ne sais pas si on peut toujours l'écouter maintenant, si c'est toujours en ligne. Oui, toujours en ligne. Bon, il a fait une chronique magnifique qui, en substance, mais lui, avec beaucoup d'humour, disait qu'effectivement, si ce dictionnaire-là posait problème, il fallait aussi enlever un certain nombre de mots dans le Robert et dans le Larousse qui étaient à leur place et qui étaient accessibles à tous de la même manière.
Voilà, ça posait beaucoup. Donc ça les a quand même mis minables. Enfin, c'était quand même eu un moment, voilà. Et finalement, après, alors je ne sais plus combien de temps exactement, ça a pris au moins 6 mois, je pense. Le livre a repris sa place. Il y a eu aussi beaucoup de mouvements, ça c'est important aussi de le dire. Il y a eu aussi une pétition et tout un mouvement de soutien de la part d'une grande partie des animateurs qui donc travaillaient avec ce livre et qui l'avaient choisi initialement, que j'ai ensuite rencontrés au Salon de Montreuil d'après, qui sont venus me voir, qui eux, en fait, ont réclamé que le livre reprenne sa place aussi. Et donc, ils ont été entendus. Et on n'a jamais eu vraiment on a eu des réponses circonstanciées, l'éditeur a eu des réponses circonstanciées, puisque la question c'était que des vignettes pouvaient choquer. Enfin, c'était très très nébuleux en fait, les motifs de censure. On a quand même d'abord cherché à avoir les motifs précis de cette censure. Autour de quoi ça tourne, enfin, qu'est-ce qui les motivait. Et on n'a pas... ils ont été un peu lâches autour de ça. Thierry a eu plusieurs conversations téléphoniques un peu surréalistes avec des personnes qui disaient, enfin voilà, vous voyez, la chose, quoi. Enfin, vraiment, il faut la trouver. Il n'y a même pas un sexe en érection dans ce livre, quand même. C'est quand même un... Bon. Et donc le livre a repris sa place après et ça a été fini et puis voilà. Donc ça c'est tout à fait bien terminé. Voilà. Excusez-moi, juste si vous voulez bien, voilà, notez-les vos petites questions et puis et je vous laisserai du temps promis à la fin. Mais gardez-les en tête. Moi, je vais revenir peut-être un tout petit peu sur ces questions de censure chez vous, Agnès. Avec, alors on va pas forcément passer tout le reste de la matinée avec elle, mais Marie-Claude Monchot avait publié dans le milieu des années 80 un ouvrage qui s'appelle « Écrits pour nuire » et vous faisiez partie des écrits pour nuire avec les filles. Alors, elle disait juste, elle avait quand même quelque chose d'un petit peu gêné aux entournures, visiblement pour dénoncer les filles, en l'occurrence, qui était l'album qui lui a posé problème. Il dit Agnès Rosenstiel est un bon exemple de l'illustratrice de talent fourvoyée dans la sottise du snobisme avec les filles aux éditions des femmes. Parce que pendant le même temps, vous étiez aussi chez Bayard, etc., ce qui était plus respectable de son point de vue, je pense. Et comment est-ce qu'on est à la fois chez Bayard et à la fois chez les femmes ? Si vous voulez bien dire les autres qui étaient stigmatisés. Alors, vous étiez en assez bonne compagnie. Je ne pas toute seule. C'est-à-dire... Il y a Suzy Morgenstern, il y a Lionel Coequelin, il y a Robert Cormier, il y a une bonne partie du catalogue de l'école des loisirs. Bon, la réponse est là. Qu'est-ce que ça m'a fait, moi ? Rien. Mais rien. J'ai pensé, oh la pauvre. C'est tout. Bon, ça c'est pas de la censure. Ça. Non, vraiment, franchement, j'espère qu'elle est pas dans la salle. Non, mais je me moque pas d'elle, je me moque de ce qu'elle dit. Pas pareil. Et alors, si on... Par contre, la censure... Il y a eu d'autres... Ah bah oui, de la censure. Oui. De la censure. Mais moi, je suis censurée à Bayard. T'es là ? À Bayard, de façon extrêmement... comment dirais-je ? Non, ça, c'est pas Bayard, justement. Ce qui ne me gêne pas. Je sais très bien où je suis. Je sais que quand je mets Mimi Cracra dans son bain, elle est toujours de profil, ce qui fait qu'on voit rien. Mais quand même, ma Mimi Cracra, elle se baigne au bord de la mer. Là, voilà. Alors, elle se baigne au bord de la mer avec son petit slip de bain. Okay, c'est pour vous dire à quel point Bayard est quand même extrêmement licencieux. Car en Amérique, merde, où est-ce qu'elle est en Amérique ? Là voilà. Car en Amérique, aux États-Unis, plus exactement, pour être précis, eh bien, on exige qu'elle ait une brassière en haut. Et qu'est-ce que je fais, moi ? C'est de la censure. C'est de la censure, pure et dure, mais pas dure. Eh bien, je m'en fous. Je me dis, bande de crétins, et c'est tout. Et puis, je fais la brassière. Moi, je ne suis pas comme toi, confrontée à des interdictions. Je dois dire que je pratique, il est vrai, l'autocensure. C'est vrai. Je m'adapte à Bayard.
Je m'adapte même aux éditions des femmes, donc c'est en effet le grand écart. Et chez Larousse, j'ai une censure que je trouve autrement dure et stupide. Et c'est une censure éditoriale. Je m'acharne. Ça va pas avec le sexe, je peux quand même ? Oui. Bon. Alors. Je m'acharne pendant une demi-douzaine d'années à inventer le dictionnaire de grammaire naturelle. J'ai fait un premier petit Larousse qui s'appelait le petit Larousse, les noms. Bon, alors, pomme, chaise, tablier, poire et autres cerises. Et gros succès. Oh, je suis très contente. Madame Rosenstiel, vous feriez un autre livre complètement... il avait qu'à deviner lui-même ce que j'allais lui dire. Oui, je vais vous faire les verbes, bien sûr. Je vais vous faire les verbes. Parce que courir, manger, c'est pas pomme. Eh ben non, on ne peut pas utiliser... Et alors, les verbes. Gros succès, bien sûr. Les verbes, c'est pas des noms. Donc, dans les écoles, on s'en sert. Ouais, un verbe, c'est pas un nom. Et Madame Rosenstiel, vous pourriez en faire encore un ? Mais bien sûr, je vais vous faire les adjectifs. Moi, je démarre en flèche. Les adjectifs, bigarré. Alors là, ça devient plus subtil. je ne veux pas dire. C'est tout ce qui est physique, long, large, etc. Ce qui est visible, évidemment. Eh oui, ça marche très bien. Alors, Madame Rosenstiel, vous pourriez encore en faire un ? Bien sûr, monsieur. Je fais les adverbes, pour lequel j'ai reçu le grand prix SACD pour la jeunesse. Les adverbes. Et moi, je trouvais que c'était pour la classe, mais c'était des livres de classe. Comprendre qu'un verbe, c'est pas un nom, et qu'un adjectif, c'est pas un adverbe. Je me dis, mais pourtant, j'ai inventé la lune. Mais enfin, c'est clair. Eh ben non. Au bout de X années, parce qu'ils ne renouvellent pas la couve, parce qu'ils font un service. De toute façon, Larousse a changé de PDG. Je peux y aller, là, carrément, j'y vais. Larousse a changé de PDG tous les 2 ans. J'ai vu qu'à chaque fois, le PDG partait avec un parachute de la couleur que vous voulez, et ensuite de quoi, il était remplacé par un PDG autre, qui arrivait avec, comme il dit, j'arrive avec mon équipe. Mais bien sûr, il arrive avec son équipe. Donc, tous les gens que je connaissais, et à l'époque où je commençais, il existait chez Larousse. Ça fait partie de la censure, ça. Excusez-moi, si je sors du sujet... il existait chez Larousse une pièce 2 fois grande comme celle-ci, hauteur sur le plafond 2 fois plus grande, où travaillaient 5 jours par semaine les dessinateurs des dictionnaires. C'était un endroit prodigieux. Il y avait 50 photos de la cathédrale de Chartres et le mec faisait le dessin d'après les pélicans, tout ce que tu voudras. Et tout ça était dessiné pour le petit Larousse illustré. C'est une pure merveille. Tout ça a été sucré. Bon. Et comme ces PDG se remplaçaient les uns après les autres, la maison Larousse a été vendue. Et c'est maintenant, ce n'est plus qu'un trait de marque. Vous pouvez acheter la marque Larousse, si vous voulez, pour vous vendre, je sais pas quoi, des t-shirts, des machins. Ça s'achète. La licence Larousse, c'est monstrueux. Comment est-ce qu'on coule un truc ? Et moi, je fais partie de ce coulage parce qu'on a dit, séparer les noms des verbes, c'est trop compliqué. Comment ça, c'est trop compliqué ? C'est exactement plus simple, oui. Vous voulez dire, on comprend quelque chose, enfin, dans la différence grammaticale des mots. Non, mais on va faire un dictionnaire. Donc, ils ont tout mélangé pour faire un dictionnaire, quoi. Avec tout à la fois. Donc, j'appelle ça une censure. Mais... débile, parce que moi j'avais fait un boulot mais monstre de séparer tout ça, et avec à chaque fois des citations de Rimbaud, Verlaine, Boileau, Colette, Brunoff, Scarron, Rousseau, à chaque... ça j'appelle ça une censure immonde. Mais vous n'avez pas eu votre mot à dire, Mathieu ? J'ai eu un mot à dire qui a été nul et non avenu, voilà, ce que j'ai à répondre. Bon, alors dans le genre censure, la naissance aux États-Unis, c'est la même histoire que Mimi Cracra. J'ai été obligée, et bien sûr que j'accepte parce que je veux que le livre soit traduit aux États-Unis. On me demande sur la page de l'accouchement où la mère a le bébé, de profil bien entendu, elle a le bébé dans les bras, elle est contente, il y a un petit cordon ombilical qui passe de l'autre côté du dessin, on ne voit pas où. Bon. S'il n'y avait pas de docteur, ça ne va pas du tout. J'ai donc dû dessiner, au trait, un docteur qu'on a inclus et qui faisait
comme ça. Censure. Ça m'a fait ricaner et je m'en fous. Parce que si c'est un livre pour des débiles mentaux, tant pis pour eux. Voilà. C'était ma fin de censure. Alors, les traductions, c'est un moment justement où peuvent se jouer des modifications. Oui, les spécificités nationales. Mais moi, on m'a toujours dit que de toute façon, mes livres étaient trop français. Alors. Et Cathy, ça vous est arrivé aussi pour des traductions? Oui, ça m'est arrivé. Alors, ça m'est arrivé, on ne peut pas dire pour des traductions, puis c'est arrivé sur les imagiers. Oui. Et nous, on a choisi de perdre beaucoup d'argent. C'est-à-dire que, notamment à table, donc l'imagier autour de la nourriture, etc., un gros éditeur américain voulait l'acheter. Et il voulait simplement supprimer, alors il n'y avait pas d'image de corps, mais il voulait supprimer la double page avec le poulet rôti à la broche intacte, magnifique, telle qu'on l'adore, et la carcasse du poulet. Donc on avait 2 photos, une double page avec avant-après, qui était un moment important. Puis après, moi j'ai de la famille dans le Gers, les carcasses de canard et de poulet, c'est un truc qui se mange grillé, c'est magnifique, etc. Et donc les Américains ont voulu supprimer ça, et en fait on a dit non. Donc nous on a dit non, et on a dit non aussi bien Antonin Louchard et moi que Thierry Magnier. Du coup on a dit non. On a dit le livre il est avec toutes ses pages. Avec poulet. Il est avec le poulet. Il n'est pas avec des chicken nuggets ou whatever. Ouais. Il est avec le poulet comme ça. Et du coup, on a dit non, c'est pas juste, on a perdu beaucoup d'argent. Et il y a eu plusieurs. Et du coup, il s'est pas fait. Non, on l'a pas fait. Du coup, on l'a pas fait. Nous, on a dit non. Mais pourquoi le poulet? Il y a eu 2-3 moments dans ma vie où j'ai eu des grands plaisirs à dire non. Ça a été un moment avec Bayard, d'ailleurs, puisqu'on en a parlé. Quand ils ont commencé à nous envoyer par fax, parce que ça existait encore à l'époque, des croquis sur ce que j'allais devoir dessiner pour faire des séquences façon imagier à la Tout un monde, j'ai dit que ça m'allait pas du tout, et du coup j'ai dit non. Et donc j'ai aussi renoncé à beaucoup d'argent. Tous les mois, ça aurait été là. Et donc plusieurs fois, moi j'ai dit non. Et j'ai été hyper contente de dire non. Et des années après, j'en salive encore en fait. Voilà. Mais pourquoi le poulet? Pourquoi le poulet? Parce qu'il trouvait que c'était particulièrement disgusting. C'est-à-dire qu'il trouvait qu'une image comme celle-ci était une image qui évoquait à la fois la mort, le squelette, la décomposition, l'après, et que c'était une image donc qui portait de l'obscénité en fait. C'est le mot que j'emploie moi, je sais plus ce que l'éditeur a dit à ce moment-là, mais en tout cas, c'est pas recevable. C'est pas recevable dans un livre sur la nourriture, sur la table, donc qui est un livre qui, malgré tout, doit être aussi appétant, si je puis dire, à différents niveaux. C'est pas recevable d'avoir une image qui montre ça. Mais de même que des arêtes de poisson sont une image pour eux beaucoup plus choquante que le fait de faire des nuggets. Je vous dis, voilà. Bon, c'est les poissons carrés, les trucs frits qui ressemblent plus à rien. Voilà, c'est un rapport à la nourriture qui vient au départ, qui est très très implanté aux États-Unis, mais qui est arrivé aussi en France. Quoi. C'est une décomposition, c'est un éloignement de l'animal et de la conscience qu'on peut avoir. Là, on rigole bien parce qu'on rentre quand même dans une autre époque qui va être partie avant. Qu'est-ce que tu aurais fait si les Japonais s'étaient intéressés à ton bouquin, eux qui nous font manger? Vous aimez le poisson frais? Oui, bien sûr. Alors, lequel? Directement. Celui-là. Bon. Et on nous l'apporte sur l'assiette et devant nous. Il est vivant. Chaque, il enlève comme si on t'enlevait un morceau de cuisse, quoi. Tac, tac, et voilà. Et le morceau frétille et l'arrête aussi. Bon, je sais pas, peut-être, sois prévenu. Hein. Oui, je sais, mais je le sais, mais enfin après, oui, je sais ça, mais je pense que juste, les Japonais, je sais pas, j'ai aucun livre, le seul livre qui a été récemment sur lequel j'avais moi fait des images, c'est Ernesto avec le texte de Marguerite Duras. Les Japonais en ont voulu, mais ils voulaient pas de mes images. Ça a été fait, donc l'éditeur a cédé les droits et a fait le livre, et les Japonais ont fait le livre avec d'autres images parce que pour eux ces images-là étaient pas recevables. Mais ça, c'est vraiment, c'est pas tellement une censure, c'est culturellement mes images passaient pas du tout, et donc le livre c'est fait sans moi. Mais je pense que les Japonais par ailleurs effectivement ont pas les mêmes censures évidemment que les Américains, ni sur la nourriture ni sur le rapport à la sexualité par exemple. Ça c'est évident. Mais...
Donc voilà, nous on s'est trouvé à différents moments pour des images que nous on avait absolument des choses qu'on n'avait pas soupçonnées. Là où par ailleurs les livres et notamment les imagiers, ils ont un ancrage culturel qui est très français. Donc moi la question que je me posais c'est plutôt que ces livres-là pouvaient pas forcément passer ailleurs, au sens ou être légitimes en termes d'imagier, donc de représentation, etc. Oui, c'est pas parce qu'il y a pas il a été acheté au Mexique est... par exemple, ou en Chine, et il y a plein d'images qui sont vraiment issues de notre culture à Antonin et moi, franco-française, et donc de notre monde de représentation. Et les livres se sont faits quand même dans des pays comme ça très éloignés. Et c'est vrai que les États-Unis, on a, et ça a été eux à chaque fois, on n'a pas cédé parce qu'on voulait pas que les livres sortent avec des images en moins ou d'autres images qui les remplacent. Et pour moi, du coup, sur mes intentions et sur mes convictions personnelles, remplacer par ce poulet par des nuggets, ça jamais. Moi vivante, jamais, quoi. Et c'est tout. Donc voilà. Non, t'as raison. J'ai choisi de perdre de l'argent et l'éditeur aussi. L'éditeur aurait pu être force de pression, enfin ça aurait pu être convaincre. Ouais, ou essayer en tout cas, mais ça carrément mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. À chaque fois, il nous a suivis, où on a été d'accord, voilà, on a renoncé. Et là, le dictionnaire vient de sortir c'est vraiment tout frais, vient de sortir en italien. C'est le premier pays qui le publie. Parce qu'effectivement, c'est un ouvrage assez compliqué, la traduction, c'est très long, etc. Traduire un dictionnaire, oui, c'est quand même pas... Donc, comme ils avaient très peu de temps, ils ont choisi de le laisser dans l'ordre alphabétique français et de conserver la maquette, parce que bouger toute la maquette, c'était un boulot énorme. Et là, ils avaient vraiment pas le temps, puisqu'il fallait qu'ils sortent pour l'inauguration de l'expo le 21 octobre. Là, c'était pas possible. Et effectivement, l'éditrice m'a dit, on va voir si chez nous, il y a des soucis. Parce que potentiellement, ça peut bouger en Italie. Bien sûr. Pas encore. Non, pas encore. Pas à ce jour. Dans l'exposition, ça se passe bien. Et pour le livre aussi. Ouais. Même apparemment, il y a un très bon accueil. Donc, en tout cas, c'était un petit exploit quand même. Traduire ce livre. Je suis ravie. Vraiment ravie. J'ai une question sur toutes les deux, en fait, dans vos livres et dans vos propos, dans votre manière de vous adresser aux enfants, on a le sentiment que vous avez une préoccupation de la vérité, quand même. Parce que les enfants, on leur raconte quand même beaucoup d'histoires. On leur raconte est-ce que j'ai mis une histoire quelque part, que les bébés... ils arrivent dans les choux. Enfin, peut-être plus trop maintenant. Ça, c'est un peu passé de mode, mais quand même, on leur parle du Père Noël, de la petite souris, tout ça. C'est marrant, c'est du folklore, c'est historique. Voilà. Moi, je suis pour les choux, pour les roses, pour les Pères Noël, pour les anniversaires. Pour Noël, c'est pas le 24, c'est le 25. Sur des trucs comme ça, quoi. Mais ça, c'est historique. On va pas leur faire croire que c'est vrai. Mais c'est marrant, non ? Oui. Mais est-ce qu'il faut leur dire la vérité aussi sur certaines choses Ouais, alors c'est vrai que moi, sur les histoires, j'ai une position sûrement un peu compliquée, mais que j'assume. Le premier livre que j'ai fait, c'est un livre sans texte, et en même temps, j'ai fait celui-ci. Robert Pinoult, c'est mon premier album que j'ai fait vraiment toute seule avec mes petites mains dans mon coin, et que j'ai été présentée donc à des éditeurs. Et quand j'ai fait Robert Pinoult, ce que j'avais en tête, c'était un personnage de anti-héros. En l'occurrence, c'est un hommage à mon père. J'espère qu'il n'ira pas écouter les podcasts. Mais c'était de situer ça dans un quotidien et en fait de prendre une personne dans une journée, dans son quotidien, où a priori il ne se passerait rien d'exceptionnel, sauf qu'il y a des enjeux capitaux, et que ces enjeux capitaux, c'est comment faire pour lui dire qu'on l'aime. Voilà, donc c'était... Et ce livre était dédicacé à mon père. Bon. J'ai choisi le personnage de la lapin, ça c'est une ruse très classique de prendre un animal pour parler d'un humain. Voilà. Et j'ai fait ce livre aussi avec l'idée de faire un livre pour les enfants, en leur mettant dans les mains un objet dans lequel il ne fallait pas croire à l'histoire qu'on racontait. Donc moi j'ai un rapport à l'histoire et aux histoires pour enfants. J'aime pas qu'on me raconte des histoires. J'ai été hyper choquée par les mensonges, les quelques mensonges j'en ai pas eu 50 enfants, mais que ce soit sur Noël ou je sais pas, mais quand les parents vous mentent soi-disant pour vous préserver ou pour quoi que ce soit, c'est toujours des choses qui m'ont énormément choquée. Moi j'ai été effectivement toujours en recherche sûrement de la vérité, très profondément. C'est pas fini d'ailleurs, j'en ai pas fait le tour. Et quand j'ai fait Robert Pinoult, j'avais cette idée de faire un livre dans lequel chacun irait chercher sa vérité. Et donc il y a simplement ma méthode pour faire ça, ça a été d'avoir une image très décalée du texte.
D'avoir un texte qui disait Robert Pinoult est un lapin ordinaire et d'avoir une image où on le voit la tête de travers dans son pyjama rose et bleu. Est-ce que Robert Pinoult est un garçon ou une fille, on ne sait pas. Et d'avoir comme ça entre le texte et l'image, en fait, un grand décalage qui pour moi était quelque chose de savoureux, mais qui permettait que chacun cherche sa voix entre ce que dit l'image et ce que dit le texte. Et ça a été ça mon entrée en littérature jeunesse. Et ça a été ça pour des raisons qui me constituent profondément, qui est cette histoire à la fois de recherche de la vérité et puis de chercher soi-même en fait le sens des choses entre des éléments contradictoires qui peuplent notre monde en permanence. Et je crois que c'est ça mon truc, vraiment. Je me permets de te faire un compliment majeur. Tu me fais penser à Grégoire Solotareff. Au moins. En plus, fille. Agnès, sur cette question de la vérité, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi ou c'est pas le sujet? Si. Mais, un peu quand même. Non, a priori. Et puis, en fait, terriblement, je suis sur une maquette terrible d'un livre. Je peux en parler parce que si quelqu'un d'autre veut faire la même chose, on verra bien ce qui se passera. Mais j'essaye de faire un livre dont la première page s'adresse aux 6 ans, la deuxième page aux 7 ans, la troisième page aux 8 ans. Et à la fin, on arrive aux 18 ans, aux 19 ans, aux 20 ans. Donc, un livre évolutif. Je ne crois pas que ça existe. Et évidemment, les dernières pages, j'arrive à la guerre, j'arrive le mot Dieu. Alors, évidemment, pour moi, Dieu et la guerre, c'est la même chose. Donc, c'est la même page. C'est-à-dire, en fait, il y a un dessin terrible de guerre, sous les poteaux, les machins, les trucs écroulés, épouvantables. Et là, il y a une femme avec un bébé dans les bras. Alors, ça fait un peu Sainte Vierge, quoi. Ça fait un peu crèche. Mais bon, c'est très, très décalé. Hein. On faut mettre un certain temps pour dire « Ah, c'est la Sainte Vierge ». Mais en fait, bon... Et un gars qui est dans le bord dit mais c'est quel Dieu qui a ordonné cette guerre? Bon, alors on ne sait pas. C'est atemporel, on ne sait pas quelle époque c'est. Enfin, la connerie, quoi. La connerie humaine. Et alors là, déjà maintenant, à l'intérieur de ma propre famille, grand-mère, tu vas pas faire ça quand même. Hein, bon, attends, les génocides. Alors, par exemple, les Indiens d'Amérique du Nord. Alors, je vise beaucoup les États-Unis, je me rends compte. Je les ai vraiment dans le collimateur dans ma tête. Vraiment terrible. Il faut que je prenne un peu de recul, que je dise que je ne nomme personne. On devinera, ça vaudrait mieux. Et puis, la fureur de tuer, la fureur de conquérir, les massacres. Et qui, après tout... alors, on arrive toujours... Bon, est-ce qu'on va parler de l'Holocauste? Alors, c'est le seul truc dont tous les enfants sont avertis, parce que ça, c'est à l'école. Donc ça, c'est bon... C'est une réalité historique à laquelle ils ont droit. Mais des tonnes de massacres, Arménie, Madagascar, Namibie, par les Français, par les Anglais, partout. Mais ça remonte à la préhistoire, tout simplement, c'est pas compliqué. C'est tout vu, aux Romains, ce qu'on voudra. Et là, je me demande si je vais pas dans le mur. Enfin, je sais pas, c'est terrible. C'est terrible. Et là, je suis pas sous la censure. Je suis sous l'autocensure totale. Il faut absolument que je mesure, non pas ce qui va choquer les éditeurs, non pas ce qui va choquer les adultes, mais ce qui risque de faire du mal aux jeunes lecteurs, ce qui va lui faire du mal. Ça, je veux pas, évidemment. Ça, je veux pas. Alors, je vais arriver à parler de ces choses terribles quand ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et à la fin, je fais une carte du monde avec tous les fleuves. Tous les fleuves, non nommés. Il n'y a pas de nom. Et avec un petit avertissement... surveillez plutôt les sources d'eau douce. Bon. Donc la censure, pour moi, elle est totalement intérieure. Toutes celles qu'on m'a imposées, je gère, on va dire. Je suis pas comme Cathy qui prend des risques majeurs. Et moi, je vais les prendre, mais j'ai des gants. Toi, tu prends pas de gants. Voilà.
Par rapport à ce que vous dites sur comment est-ce qu'on parle de telle ou telle chose, comment est-ce qu'on montre aussi telle ou telle chose, il y a la question de la représentation. Et alors, je vais reprendre une petite... c'est Marie qui est quelque part par là qui m'a passé ce petit supplément de pommes d'api qui date de 2004, je crois, qui est vraiment une très chouette, tout petit, mais costaud, dans lequel vous disiez le pain, c'est meilleur que le gâteau, les fruits, c'est meilleur que les bonbons, etc., etc. Est-ce que cet adage-là, cette manière de voir la vie, d'aller vers le dépouillement, vers le minimalisme, c'est aussi ce que vous appliquez sur votre dessin? Est-ce que c'est... c'est ça, et puis je viens de sortir celui-là qui traite exactement ce sujet. Moins, c'est plus. C'est-à-dire que 2 cadeaux, ça fait qu'il y en a un qui est raté sur les 2. Il y en a un qui est mieux que l'autre. Alors, un cadeau, c'est mieux que 2 cadeaux. Et tout est comme ça, quoi. Bon, alors, oui, je suis comment ça dit? Non. Décroissante. Merci, pas déclinée. Non, décroissante à fond la caisse. Mais dans le dessin, vous avez un dessin très, très minimaliste. Mais j'ai jamais appris à dessiner pour ça. Je sais pas faire les personnes. Enfin, c'est pas vrai parce que j'ai toujours dessiné sur mes cahiers, dans les rames. Et puis, mais de toute façon, je crois que je dessine aussi tout ce qui va donner du sens. Ce qui est inutile, pour moi, c'est évacuer illico. Décor, pas la peine. Oh, ok, on dégage. Il faut une baignoire, on va faire la baignoire. Mais je vais au minimum signifiant, de façon instinctive, on va dire. Et est-ce que ça permet, ce style très dépouillé, d'aller plus facilement sur des sujets plus compliqués, par exemple? Je trouve que oui, parce que je vais d'abord, dans mes schémas, dans mes maquettes, dans mes brouillons, je dessine le truc que je veux dire. Et de toute façon, ça je l'ai déjà dit 100 fois, pour moi, je ne sais jamais d'avance ce qui va passer en dessin et ce qui va passer en texte. Finalement, ça va être dans la bulle. Finalement, ça va être une ligne en dessous, ou pas. Puisque je peux le faire avec le dessin, tout ce qui peut passer par le dessin ne sera pas dit, parce que ça passera encore bien mieux par le dessin. Mais si je suis obligée d'ajouter un mot, parce que les mots sont beaucoup plus sujets à la censure encore que les dessins, je pense. Moi, je pense que les mots sont plus puissants que tous les dessins du monde. Les mots, c'est une puissance absolue. Et donc, je cherche à tout passer par le dessin, et j'ai recours aux mots avec une parcimonie oui, parce que dans le texte aussi, c'est toujours très concis et chaque mot est... Oui, c'est pesé, au trébuchet. C'est vraiment, si je peux enlever un article ou un adverbe, ça saute. Cathy, sur cette question-là, vous faites des choix différents, mais la question de la représentation, elle est aussi très profonde dans votre travail, avec plutôt la multiplicité de propositions. Sûrement, je suis tombée dans la marmite, moi, dedans, petite, donc c'est sûrement différent. Moi, j'ai un goût, on va dire, très prononcé pour les images, pour l'image, pour la peinture, etc. Donc, du coup, je suis très sensible à l'histoire de l'économie de moyens, qui est radicale chez Agnès, ça, c'est clair. Et sûrement différemment radicale chez moi, parce que je suis, comment dire, c'est pas facile à expliquer, mais je suis très sensible à tous les moyens de l'image. Et les moyens de l'image sont pas tous les mêmes si je travaille avec la photographie, si je travaille avec un dessin à la ligne, comme ça, très très économe, ou si je travaille avec de la gravure sur bois, des trames, du ceci, du cela. Et en fait, comme j'aime beaucoup ce qui est généré, comme on pense différemment avec une image, et je suis pas toujours d'accord avec Agnès quand tu dis que les mots sont toujours plus forts. Je suis pas sûre. Les images, elles ont différents temps d'action. Elles ont par contre une prise sur la personne qui les regarde, qui est quelque chose qui peut même travailler uniquement avec l'inconscient, et qui a un fonctionnement très profond, en fait, qui renvoie quelque chose, et on les mémorise. Et on les mémorise autrement. Enfin, ça joue sur d'autres ressorts, je trouve. Et ces ressorts-là, moi, me passionnent. Et donc, ces ressorts-là, du coup, je les approfondis en cherchant un monde technique, c'est-à-dire, du coup, un univers visuel différent selon ce que j'ai à dire.
Donc ça sera une économie de moyens, même si c'est beaucoup moins économe en traits, en ceci, en cela et en temps, par exemple. Ça peut être très très long à faire, mais ce qui compte, c'est ce que ça va générer comme ressenti et comme univers chez je dis le spectateur, mais en fait c'est le lecteur. Mais il s'agit quand même les images sont des apparitions et des disparitions, et elles marquent avec tout leur langage, et leur langage, c'est les outils avec lesquels on les fait. Voilà. Donc c'est trouver la bonne technique, voilà. La bonne donc, image. C'est vrai pour, que la question de la représentation, pour moi, c'est une question énorme. C'est pas facile d'y répondre là dans ce contexte, mais je sais pas, je peux sur un projet sur D'ici là, par exemple, qui était un livre qui se situait comme un récit d'anticipation en 2040 et qui brassait un certain nombre d'idées. Moi, je cherche à faire des images qu'on n'a jamais vues, des images qui n'existent pas encore, qui sont des images dégénérées d'après de la vidéo, mais je les fais avec mes propres outils, donc je cherche les moyens de faire ça. Et je cherche à faire des images imparfaites dans un monde qui est plus technologiquement avancé que le nôtre, donc c'est une gageure et un truc un peu compliqué, et je le cherche ça avec les outils que j'ai, ou que j'apprends à explorer, ou des techniques que je découvre, que j'apprends. Donc c'est vrai que je suis très sensible à cette question-là. Et pour moi, du coup, le fond et la forme, c'est intimement lié. Oui, et c'est vrai que je mise sur le fait que la forme va compter énormément par rapport à ce que je veux faire passer dans le fond. Et je mise en changeant d'outil. Voilà. Mais aussi peut-être parce que j'aime pas du tout m'ennuyer ou me répéter. J'aime bien l'idée que je recommence, que je fais table rase et que je reprends autre chose, quoi. Mais c'est parce que je suis d'abord plasticienne. Je pense qu'en fait, j'ai des choses à dire, mais j'ai des choses à dire en images d'abord. Donc c'est vrai que ça biaise un peu l'entrée dans la matière, quoi. Néanmoins, le texte, pour toutes les deux, je l'ai dit au tout début, sur le goût des lettres, de l'abécédaire, de l'alphabet, du dictionnaire, etc., c'est quelque chose que vous partagez quand même. C'est une structure préexistante fantastique. C'est donné, les dessins ne sont pas donnés. Les dessins, ils sont éternellement nouveaux. Ils sont jamais, on fait le même dessin, il y aura 1000 dessins. Les mots sont là. Après, l'écriture, elle n'est pas donnée non plus. Ouais, mais les mots sont là. Il faut voir avec. Moi, il faut juste un tout petit complément par rapport à ce qui m'intéresse particulièrement, et donc depuis le début, si j'ai pris l'exemple de Robert Pinoult, c'est comment ça va se frotter et comment ça va ouvrir des brèches entre le texte et l'image. En fait, ce qui m'intéresse énormément dans les livres, et qui est beaucoup plus riche que ce que j'avais imaginé au tout départ, et quand je dis dans les livres de jeunesse même, et les albums, même les livres pour les petits, c'est du coup la brèche considérable qui s'ouvre à partir du moment où... J'ai entendu. J'ai une grossièreté. C'est la brèche qui s'ouvre entre les mots qu'on installe et les images, quoi. C'est plutôt l'entre-deux. Tu me fais penser tout de suite à la famille Fenouillard, que je relisais hier. Mais si. Où on voit les quatre, les jambes en l'air, où l'on s'aperçoit que la famille Fenouillard expérimente la gravité, ou je sais pas quoi. Et c'est à pisser de rire, parce que justement, il y a un décalage. Alors, total entre le texte très polissé, très comme il faut, et le dessin n'importe quoi. Ouais, j'adore ça. Oui, moi aussi j'adore. Et il y a aussi l'humour qui est quand même très présent. Alors est-ce que quand on s'adresse, comment on fait pour écrire pour les enfants justement, est-ce que l'humour c'est une composante indispensable? Est-ce que moi je pense que personnellement j'aime que ce soit une composante du quotidien, que je m'adresse à des enfants ou aux percepteurs des impôts. Des fois d'ailleurs ça passe plus ou moins bien, mais je dois dire que c'est une arme, c'est le sel de la vie, quoi, et j'aime bien la cuisine assez salée. Donc c'est vrai que ça m'est arrivé de dire à des gendarmes qu'ils avaient augmenté le tarif de leurs prestations. Du coup je garde un très bon souvenir de ce moment-là, même si j'ai pris une prune de 250 € pour excès de vitesse. Donc c'est aussi une façon de profiter de la vie en permanence, en fait, et voilà. Et je trouve que faut pas se gâcher même les tout petits plaisirs furtifs qui peuvent arriver dans la rencontre avec un gendarme, qui était en plus très beau. Ça aide. Voilà, donc dans les livres, et les enfants, ils sont extrêmement sensibles, très rapidement, et que ce soit à l'écrit et à l'oral, quoi. Je fais des rencontres dans des classes, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, quel que soit l'âge des enfants. Alors je vais tâcher de choisir le registre et le type d'humour et de langue que j'ai, quel que soit l'endroit. Du coup, on va s'adapter, mais à l'oral aussi, c'est un vrai bonheur. Les enfants sont extrêmement sensibles au décalage, parce que l'humour n'est pas la base qui porte les apprentissages à l'école.
en général. Et c'est fort dommage. C'est fort dommage. Non, mais c'est dommageable, quoi. C'est extrêmement dommageable. Je ne sais pas pourquoi il faudrait apprendre en s'ennuyant, quoi. Et on apprend beaucoup mieux quand on ne s'ennuie pas, quoi. On le sait, en plus tout le monde le sait. Toutes les études le prouvent. Et tout, donc, voilà. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais il y a des enseignants qui le pratiquent, mais d'autres qui ne se sentent pas autorisés à le faire, j'imagine. Moi, c'est au nom de l'humour que j'ai été tolérée chez Bayard, je dirais. Parce qu'effectivement, j'étais toujours border. Et je suis restée le poil à gratter. Oui, le poil à gratter de Bayard pendant 30 ans, ce qui est... c'est une constance de la part de Bayard. Beau challenge. J'essaye de... Ça va, on a encore un tout petit peu de temps avant de vous laisser un petit peu de place aussi, parce que je sens qu'il y a d'autres gens qui ont envie de poser des questions aussi. Mimi Cracra, elle lit partout, elle lit même dans son bain, ce qui est dangereux pour le livre quand même. Oui, mais elle le fait sécher sur le radiateur. Oui, non, elle est très, 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 très prudente. Le livre, la lecture, c'est aussi quelque chose que vous investissez pas mal. Vous avez dit, Agnès, que le seul apprentissage qui comptait finalement, c'était l'apprentissage de la lecture. Oui. Que tout le reste, on s'en fiche un petit peu. On s'en tape. Oui, mais oui, bien sûr. Écoutez, j'essaye, parce que j'ai 15 petits-enfants. Il y en a 2 qui lisent sur les 15. Les autres, ils sont normaux. Et c'est un peu effroyable. Et alors, la seule chose que j'arrive à leur dire, tu sais que j'ai beaucoup d'amis, ma petite chérie. Ah oui, grand-mère, j'ai pas compris, c'est qui tes amis que tu dis là? Eh ben, non, mais attends, c'est des gens géniaux, tu m'entends? Géniaux. Mais en tout cas, moi je les fréquente, mais alors, tu peux pas savoir, je les lâche pas, quoi. Mais c'est qui? Tu peux les fréquenter si tu veux, ma chérie. C'est Montaigne, Dostoïevski. Enfin, bon, bref, j'essaye de faire ma salade comme ça en disant que... Et c'est la vérité vraie, comme dit l'autre, c'est que effectivement, je passe un temps à lire absolument dingue. Ça m'empêche de devenir un peu plus cinglé que je ne le suis déjà. Et quand je me dis qu'on peut fréquenter la pensée de ces gens-là, mais ils sont quand même un certain nombre. Je pars du haut de gamme, hein, du haut de gamme carrément. Hein, le plus bas, ce serait Moby Dick, par exemple. C'est déjà pas mal. Bon. Eh bien, quand on pense qu'on peut... j'ai pas tout lu, pas tout, et je pense qu'il m'en reste encore. Mais bien sûr, évidemment. C'est génial, c'est fabuleux. Le livre, et le livre en papier, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que le livre, je sais, moi, que c'était en haut de la page à gauche qui disait ça. Je sais la retrouver, je sais à l'épaisseur du bouquin où c'est cette page. C'est un objet, ce livre. Moi, je suis un apôtre du livre quand on veut, pour tout ce qu'on pourra en dire. C'est la chose la plus magique. Alors, je me rappelle très bien la phrase de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, qui est devant la cathédrale Notre-Dame de Paris et qui voit l'imprimerie gagner et qui dit « Ceci tuera cela ». C'est-à-dire que le livre tuera l'architecture. C'est pas fou. Et maintenant, on voit ce qui se passe. C'est quelque chose de terrible. C'est que le livre... je suis vraiment pas à moitié contente qu'il y ait des gens debout. Hein. C'est formidable. Il y a 3 personnes debout. Donc c'est plein pour le livre. Ah non, mais c'est génial. C'est fabuleux. La salle est trop petite. Bon, alors voilà. Moi, le livre, c'est le salut. C'est le compagnon indéfectible. Je relis pour la 4e fois Léo de Hurlevent. Je m'en fatiguerai jamais. Je relis les frères Karamazov. Ça fait la 3e fois. C'est le pavé pourtant. Enfin bon. Et alors, j'essaye d'entraîner mes enfants là-dedans, mes petits-enfants. Pas le temps. Bon. Alors, j'ai fait d'ailleurs dans mon dernier bouquin, je me fous un peu de leur figure, je mets des petits-enfants avec leurs trucs, et alors, on s'aperçoit d'un dessin sur l'autre que leur cervelle rétrécit un peu. Dessin suivant, comme ça. Et de l'autre côté, il y en a 3 qui se marrent comme des tarés, rien qu'à se raconter des histoires comme ça, avec rien dans les mains. Et c'est beaucoup plus marrant. Facile, ça c'est des vœux pieux, on va dire.
Vous avez dit, Cathy, j'ai relevé dans une interview qui est un peu ancienne, je pense que c'était au début où vous commenciez à publier, vous avez dit dans le domaine du dessin et de la peinture, le seul domaine intéressant où on peut encore s'exprimer avec le minimum de compromis, c'est le livre en édition jeunesse. Vous pensez toujours la même chose ou pas? J'ai dit ça quand j'avais 25 ans, voilà, je pense. C'est ce que je dis, c'est bon, ça remonte. C'est ça qui est grave, c'est qu'on peut repiquer des trucs. En fait, moi j'ai dit ça au moment où je sortais d'école d'art, et donc dans les années 90, en 91 exactement, au moment où effectivement, c'est assez mal formulé ce que j'ai dit, au moment où la place du dessin et de l'image en art contemporain était assez malmenée, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'au moment où j'ai dit ça, c'est un moment où moi qui avais envie de travailler avec de l'image, c'était clair, avec le dessin et tous les outils possibles, mais avec de l'image en 2 dimensions, c'était pas du tout facile de faire sa place dans le champ de l'art contemporain. Et un des endroits, il m'a semblé moins dévoyé et pas soumis d'abord au commerce, au marché en termes de propos, c'était le livre de jeunesse. Et ça pour le coup, ça reste vrai. Ce constat-là était effectivement vrai dans les années 90. Ouais. Et après, ce qui reste vrai, et une bonne question pour les personnes qui maintenant ont 25 ans, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits en fait où on n'est pas soumis au marché. Et l'art contemporain n'est pas un endroit où on n'est forcément pas soumis au marché. Donc la question du rapport en fait à la commande ou à la subversion des contenus par leur commerce est une question forte. Et là, ça, je pense qu'elle est toujours aussi forte maintenant. Donc c'est vrai que par contre, le dessin a retrouvé une place formidable. L'image imprimée, les livres, les fanzines, tout ce qu'on veut, la micro-édition, etc. Le dessin, la peinture ont une vraie place à nouveau et tout à fait légitime et pas contestée, enfin pas mise en question en art contemporain. Parce que c'est quand même, moi je m'intéresse d'abord à ça avant de m'intéresser à la littérature jeunesse tout le temps en fait. C'est toujours vrai et on peut toujours dans les livres effectivement, et c'est quand même la place, beaucoup de créateurs sont là aussi pour ces raisons, s'exprimer avec des contenus, du sens assez peu censurés quand même, malgré tout. Et surtout, soit fidèle aux intentions. Parce que c'est quand même peut-être le mot qui comptera, c'est ça, c'est les partis pris qu'on a, les intentions, ce qu'on a à dire, en fait. Il y a toujours un bon espace pour ce qu'on peut avoir à dire dans le livre. Et cet espace-là est d'une fidélité redoutable à ce qu'on y a mis. À tous les niveaux. Et donc, évidemment, c'est vrai aussi quand on fait une exposition, une installation, c'est vrai. Ça a une forme de pérennité très, très relative. Le livre en a une autre. Et pour l'instant, le livre a encore une pérennité magnifique. Enfin, voilà, même, je sais pas, tout un monde est réédité. Il y a une nouvelle édition, juste 20 ans après. Enfin, donc, la durée de vie des productions de création en littérature jeunesse, elle est quand même assez conséquente et elle n'est pas toujours vraie en art contemporain. Enfin, voilà, c'est quand même, on est dans des temps très... Et sinon, on est dans un monde extrêmement marchand. Donc quand on a 25 ans, et je dis 25 ans parce que c'est l'âge où en général on sort d'école d'art, on a fait des études 4-5 ans, master et compagnie, et puis on se retrouve sur le marché du travail. Et la question de comment on rentre en commerce avec les autres, et autour de quels propos, de quelle production, et quelle forme ça prend, c'est une question fort intéressante. Donc c'est vrai que forcément je le dirais autrement, puisque on ne se fait pas jeter du monde de l'art avec des dessins et des images aujourd'hui. Mais c'était mon cas en 90, en 91, c'était vraiment pas la mode. Hein. Vraiment pas. On se fait pas jeter, dis-tu, mais... pas forcément. Attends, oui, j'entends bien. Si ce n'est... Va donc te présenter, toi, tu ne risqueras rien, chez Bayard, par exemple. J'ai des copines qui disent, est-ce que tu pourrais tu connais Bayard, tu pourrais me présenter ouais, d'accord. Alors, je sais que chez Bayard, il y a une fois par mois, je dis approximativement, une journée où vous pouvez venir avec votre carton à dessin et montrer et essayer d'obtenir, de travailler pour un des nombreux journaux qui... Eh bien, les gens qui arrivent, ils ont des dossiers, mais vraiment, t'es d'accord, costauds, hein. Le niveau des dessinateurs, ça a grimpé, mais moi, quand je suis arrivée, mais c'était fou, je dessinais comme un pied, mais vraiment, c'est pas possible. Mais voilà, c'était les années 70, et donc, ça allait tout seul, parce qu'on était 4 ou 5, bon, on était 15. T'es d'accord ?
Tu sais pas, t'es trop jeune, d'accord, excuse-moi. Bon, bref, donc au début, moi j'étais prise dans le numéro 2 de Pomme d'Api, ça vous dit mon âge, hein. Attention. Eh ben, de 2, puis 3, puis 4, puis ça. Et toc. J'ai appris à dessiner chez Bayard, on va dire. Comme école d'art, tu vois. Quand même. Mais je vais ajouter un truc, je vais oublier sinon. Je voudrais simplement dire que mon livre qui s'appelle Les filles, c'est pour les garçons. Bah oui, parce que... Les filles, elles savent comment ça marche. Elles savent. Oui, voilà, c'est les garçons qui savent rien sur les règles. Je reviens un peu, j'ai regardé les choses que j'avais notées, dont on n'a pas parlé, juste avant la fin. Il y avait cette question qui a été un tout petit peu abordée, mais la question du statut de l'image, selon que c'est une peinture dans un musée, que c'est une image dans un livre pour enfants, que c'est une représentation scientifique. Ça, c'est peut-être intéressant, en particulier du côté du musée, puisque Cathy, vous avez fait tout un Louvre, notamment avec ces représentations d'images venues du Louvre, comme son nom l'indique. Et puis Agnès, il y a toute la collection chez Autrement, la petite collection de peintures, qui sont des petits volumes thématiques sur un sujet précis à chaque fois. Donc il y a les garçons, il y a les filles, il y a les pères, les mères, les câlins. Et surtout les seins. Mais oui, c'est celui-là que j'ai sorti. Alors est-ce que c'est pas pareil quand on représente un tableau? Est-ce qu'on peut montrer plus de choses ou pas? Comment ça se passe? Là, on le représente en 2 mots. C'est-à-dire que dans ces conditions-là, en fait, on se sert dans notre patrimoine, parce que ça nous appartient à tous, il ne faut jamais l'oublier. Ouais. On est chez nous, dans le musée. Absolument. Donc, on se sert dans le patrimoine et on va chercher une œuvre donc, déjà existante, déjà reconnue, pour la mettre au service d'un propos particulier ou tendancieux, comme par exemple. Même pas tendancieux. Non, je plaisante. Tu rigoles. Donc ça, c'est très différent. Là, ce ne sont pas des images contemporaines. Donc on sait ce que c'est. Et il y a longtemps, déjà, on a décidé que c'était des pièces majeures, etc. etc. On est tranquille. Donc on est totalement tranquille. On l'est beaucoup moins, évidemment, dans des images contemporaines. Oui. On l'est beaucoup moins... Et c'est pour ça que les éditeurs, parfois, ne savent pas. Parce qu'ils ne sont pas non plus tous formés, éduqués à l'image magnifiquement, nos éditeurs, même si certains le sont. Ils ne savent pas si ce jeune illustrateur, illustratrice a du talent ou pas. Il ne le sait pas toujours. À des moments, oui. À des moments... Il devrait. Mais en même temps, oui, devrait. Mais en même temps, c'est des paris, c'est des risques, puisque c'est des choses qui n'ont pas été publiées, qui n'existent pas, donc qui n'ont pas été reconnues, etc. Je force le trait juste pour installer l'écart entre le patrimoine existant en peinture et puis la place des images qu'on peut faire. Donc voilà, donc il y a tout cet écart-là. Donc c'est vrai que ça rend les choses très très différentes, quoi. Bah oui, tu sais que moi j'ai pas eu de mal à vendre Manet, quoi. Bah non, c'est sûr. Les seins par Manet. Les seins par Trevel, attention, les obus carrément, non mais les seins en tout genre, celui-là tout le monde le connaît, ça va très bien là, il n'y a aucun problème. Alors que si on va chercher 50 artistes contemporains ou illustrateurs, illustratrices contemporains et qu'on leur dit faites ça, ça fait un livre qui est tout de suite beaucoup plus dérangeant. C'est sûr. Je suis abritée derrière les grands peintres. Oui, bien sûr, c'est un très bon avis. La question du Louvre, j'aurais quelque chose de différent à dire, parce que quand on nous a proposé, avec Antonin Louchard, de travailler très librement avec les collections et le musée comme lieu vivant, le public, mais les collections du Louvre aussi, pour faire un imagier à la façon de tout un monde, avec nos images à nous, qu'elle est dialoguer avec les œuvres et avec le lieu. La première chose qu'on leur a dit, c'était un beau projet, on attendait de savoir si on avait vraiment de la liberté pour le faire et pour choisir les choses et puis pour bousculer un peu les codes. Mais la question, on leur a dit, c'est que du coup, on allait se trouver à montrer et à choisir parmi des représentations qui étaient en général toutes celles interdites ou très pesées, très choisies pour les enfants, celles de la guerre, celles de la violence, celles de la religion, celles de la nudité, etc., du sacrifice, de la mort, qui étaient les grands sujets des peintures ou des sculptures, et que du coup, on allait se retrouver dans une difficulté particulière d'avoir à utiliser, à les choisir des œuvres et à les installer dans un contexte pour la jeunesse par rapport à leur contenu. Mais effectivement, comme ce sont des œuvres qui viennent du musée, l'approche est différente, quoi. Et là, t'es gonflé parce que quand même ça, t'as tripoté un grand tableau. J'ai tripoté, j'ai pas tripoté le tableau, j'ai tripoté la reproduction du tableau.
Non mais ça c'est en fait jésuite. Non mais justement cette image là précisément elle est là pour ça. Cette image là elle est là. Non mais c'est une question intéressante. Elle est là pour parler de l'écart entre la reproduction d'une œuvre et l'œuvre. Mais il n'empêche qu'il y a quand même, ça peut poser difficulté, parce qu'on peut considérer que c'est sacrilège, exactement. De même qu'on s'est beaucoup battu avec les conservateurs du Louvre, on a mis longtemps à avoir l'autorisation de mettre un vrai ballon de plage entre les pattes du grand sphinx, parce qu'on nous a dit, mais ça va être une incitation à jouer au musée. Donc, en fait, l'écart, et ça, c'est un sujet que je trouve très intéressant, hein, donc c'est bien que tu en parles comme ça, c'est l'écart qu'il y a entre la reproduction, etc., et l'œuvre. Et c'est un sujet qui est en fait assez peu abordé. Où souvent, on prend les reproductions pour argent comptant, en pensant qu'elles représentent les œuvres et que c'est que les œuvres. Non, la reproduction, c'est... Mais le mot chien ne mord pas, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, mais certaines personnes l'oublient. Oui, et non, mais c'est vrai, hein, c'est un beau sujet, tout à fait. Et j'ai une dernière question avant de laisser la place à la salle en furie. C'est la question du féminin, la question du féminisme, la question de comment est-ce qu'on parle des filles aux garçons, est-ce qu'on parle des garçons aux filles et comment est-ce que tout ça évolue. Agnès, vous étiez dans l'aventure des éditions des femmes. Est-ce qu'on a progressé? Est-ce que c'est un sujet important pour vous? Comment vous le portez? Oui. Ça fait beaucoup de questions. Hein, Non, mais j'ai une réponse toute une réponse toute prête. Il me semble qu'aujourd'hui, paradoxalement, ce qu'on attend, alors que MeToo, c'est au contraire une espèce d'avalanche. Je n'en discute pas et je ne condamne pas du tout. Mais je crois que ce qu'on attend, dont on devrait attendre, c'est un vide juridique sur le droit des femmes sur leur corps. C'est donc pas un plus, on réclame un moins. Foutez-nous la paix. C'est-à-dire que ça soit des choses comme PMA, GPA, je sais pas quoi, avortement, y compris prostitution, n'importe quoi, que le corps des femmes leur appartienne, on n'y est pas du tout. Et ça, c'est un vide juridique qu'on réclame. Mais foutez-nous la paix, laissez-nous faire ce qu'on veut, chacune, avec son corps. Ça va du tatouage jusqu'au je sais pas quoi. Et je trouve que ça, par contre, ça n'existe pas du tout, ce n'est même pas soulevé. Et au fond, c'est une non-action qu'on attend. C'est que MLF, libération des femmes, en effet, ça, on n'y est pas du tout. Parce que toutes ces lois qui légifèrent sur le corps des femmes, on n'en a pas besoin. Par contre, si on attaque le corps d'une femme contre son gré, ça s'appelle attaque personne. C'est pas parce qu'elle est femme, c'est pas parce qu'elle est un être humain qu'on attaque, et si on la tue, c'est un crime comme les autres. Mais il me semble que c'est pas par le plus qu'on va... Alors, une loi pour ça, une loi pour ça sur les femmes, sous des tonnes de lois qui les protègent pas, qui sont pas adéquates. Oui, mais, à quel âge? Rien. Est-ce qu'il y a des lois sur les corps des hommes spécifiques? Non. Voilà, moi, ma réponse. Merci. Cathy? Je sais pas, mais j'ai pas grandi au même moment, dans la même période. Je suis sûrement féministe, mais je le dirais pas comme ça. En fait, je suis avant tout une personne avant d'être une femme, quoi. Ça, c'est très clair, et ça a été réglé très vite. Ça a été bien avant l'âge. Donc, moi, je suis plus sensible, du coup, aux questions de genre, en fait, au sens où des discriminations de genre ou des spécificités, comme ça, ce que dit Agnès aussi, sont des choses qui sont très préjudiciables. En fait, je suis très, très énervée par tous les clichés qu'il peut encore y avoir ou les a priori sur ces questions-là. Donc ça me fait réagir très vivement. Moi, j'ai grandi en ayant la chance de pouvoir penser que le fait d'être une femme allait
pas changer ou m'empêcher de faire quoi que ce soit ou être un frein. Et voilà. Et j'ai la chance d'évoluer dans des milieux professionnels où, oui, c'est le cas aussi. Et je suis jugée pour mon travail en général et pas pour ça. Et à partir de là, c'est vrai que malgré tout, comme la situation est ce qu'elle est et que ça avance extrêmement lentement dans ces sociétés, on est obligé d'être en réaction à plein de moments, effectivement. Et moi, je suis très... Enfin, voilà, je suis très vigilante sur ces questions-là. Je suis aussi très vigilante sur, je sais pas, quand on fait des images, quand on fait des imagiers, là, sur le fait qu'on se retrouve pas dans des stéréotypes de genre. En fait, voilà, là, je tire à bout portant, effectivement, sur ces choses-là, tout le temps. Mais parce que, hélas, il y a encore besoin de le faire à certains endroits. Ce qui est un archaïsme complet, j'estime. Mais, voilà. Mais sinon, voilà. En fait, on en a une vigilance. Et c'est vrai qu'on est... En fait, ce que je déplore encore, c'est qu'on est amené à en avoir une vigilance particulière encore aujourd'hui si on est né avec un sexe féminin par rapport aux hommes. Et j'estime que ça devrait ne pas être le cas, en fait. Voilà. Donc, dans mon livre, parce que je vois cette image-là qui est affichée aussi à côté de cette... C'est vrai que dans le livre, en fait, j'ai pris un malin plaisir et une attention particulière pour qu'on soit dans des poids pour poids. Donc c'est pas, ça n'enlève pas certaines, ça n'enlève pas ni dans les représentations, ni dans certaines choses des spécificités ou des éléments qui sont différents femmes-hommes. Ça n'enlève pas les différences éventuellement d'ordre physiologique, mais tout est dans des mêmes poids et dans des équilibres. Voilà, en fait, c'est cette question-là. Et après. On aurait pu parler plus de sexualité dans ce livre-là. Il y a sûrement des tas de freins qui se sont exercés, aussi d'autocensure, puisqu'il s'agissait que ça soit possible de le faire. Voilà, donc on ne parle pas, il y a plein de sujets qui ne sont pas trop abordés, malgré tout. Attends, tu permets ? Oui. J'ai une espèce d'allergie, moi, au mot égalité. Ça me lève la peau. L'égalité, quand quoi est-ce que je suis l'égale d'un petit garçon noir, milliardaire ou pauvre d'ailleurs, qu'importe. En quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que c'est que ce travail d'égalité ? Je dis quand ça ne se situe pas par rapport au sexe auquel on appartient. Voilà, non. C'est ça que j'ai dit. Hein. D'accord. Parce que égalité, ça n'a jamais voulu rien dire. D'ailleurs, Chateaubriand a dit que l'égalité avait des accointances avec le totalitarisme. Il avait très raison. L'équité, oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai parlé de genre, Agnès. C'est pour ça que j'ai parlé de genre. Exactement. C'est que ça ne devrait pas être mêlé à ça. Ouais, exactement. Qu'est-ce que ça a à foutre là-dedans ? On est bien d'accord. Exactement. Alors, l'égalité, pour moi, ça n'existera jamais. Il faut quand même en faire le deuil un peu rapidos, parce qu'on parle que de ça en ce moment. Donc, ça s'appelle voix sans issue. Sans issue, ça ne rime à rien, ça ne représente rien. Tout le monde sait que c'est pas possible. Je connais pas du tout où peut être mon égale. Je voudrais bien la connaître. Je connais ni Catherine, ni personne au monde. Et je vois pas. Enfin, l'équité, bien sûr. L'équité, c'est facile. Oui, mais c'est un mot pernicieux, tu sais. Égalité. C'est surtout les usages. Enfin, surtout qu'on est dans des usages galvaudés. J'ai bien le droit. J'ai bien le droit. T'as pas de devoir. Non, j'ai bien le droit. Oh là là. Ouais, ça, ouais, c'est... Je suis pas de droite, rassurez-vous. Pas du tout, même. Même pas du tout. Eh bien, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce matin. On va remercier beaucoup Cathy et Agnès. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.